Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Mosaïque, la chaîne en quête du sens de l'actualité. On va retrouver aujourd'hui l'essayiste Pierre Lursa qui vient de publier un livre intitulé L'opacité du monde. Bonjour Pierre Lursa. Bonjour Antoine Mercier. Alors vous avez placé en exergue de votre livre la phrase suivante: à ceux qui cherchent à comprendre notre monde. Vous êtes donc particulièrement bienvenue sur Mosaïque parce que c'est aussi un petit peu notre objectif avec cette chaîne. En matière d'opacité, la faillite sécuritaire du 7 octobre fut tout de même assez exemplaire d'une forme d'aveuglement devant la réalité, en l'occurrence cette menace que représentait le Hamas, une menace dont les services de renseignement, on l'a vu dans plusieurs de nos vidéos, avaient pourtant perçu des signaux précis, mais ces signaux n'avaient pas été interprétés, n'avaient pas été pris au sérieux. Et la principale accusée, si je puis dire, de cette faillite, c'est ce qu'on appelle en Israël la conceptia. Conceptia que l'on peut traduire peut-être en français par plusieurs termes, la croyance globale, partagée dans une forme de supériorité, de position de supériorité, qui procure peut-être un excès de confiance et qui aurait empêché donc de voir ce qui se tramait. C'est un terme, il faut le dire, qui n'est pas récent puisqu'il a été utilisé peu après, à l'issue de la guerre de Kippour, où là aussi Israël s'était laissé surprendre. Pierre Lursa, qu'est-ce que donc cette fameuse conceptia? Comment peut-on la décrire pour le public français notamment? Comment est-ce qu'on pourrait Oui, décliner ce concept? je dirais que tout simplement, c'est la conception au sens d'un carcan idéologique ou politique qui nous empêche de voir la réalité. Et le mot est apparu effectivement après la guerre de Kippour, au moment de la commission à Granat, lorsqu'on a cherché à comprendre les causes de l'échec, de la surprise de la guerre de Kippour. Et c'est là que ce mot est apparu et malheureusement, il n'a pas disparu de notre lexique politique et il a retrouvé malheureusement, évidemment, une triste nouvelle jeunesse après le 7 octobre. Et finalement, pendant 50 ans, on s'est interrogé sur ce que c'était que cette fameuse conceptia qui nous avait empêché de réagir comme il faut et d'anticiper la guerre de Kippour. Et finalement, on est retombé une deuxième fois un petit peu dans le même piège, même si les circonstances sont évidemment très différentes. Qu'est-ce que dit cette conceptia en gros? Qu'est-ce que c'est le discours qu'elle produit et qui fait que tout le monde y croit finalement? Je ne sais pas si c'est exactement la même conceptia à l'époque et aujourd'hui. D'ailleurs, un historien israélien, Yoav Gelber, disait récemment que la surprise du 7 octobre est pire que celle d'octobre 73, parce qu'à l'époque, l'armée a failli à défendre les frontières, et aujourd'hui, le 7 octobre, l'armée a failli à protéger les civils. Donc, quelque part, je dirais l'échec conceptuel, l'échec stratégique du 7 octobre est encore pire que celui de la guerre de Kippour. Alors, il y a d'abord ce que vous appelez dans le livre l'illusion technologique. En l'occurrence, le mythe un peu de cette barrière intelligente. C'est pas un phénomène proprement israélien d'ailleurs, naturellement, mais en l'occurrence, comment pouvait-on croire que cette barrière, qui n'était en fait qu'une sorte de monitoring perfectionné, pouvait assurer une surveillance suffisante, suffisamment efficace? Oui, personnellement, ça fait assez longtemps, ça fait je dirais même plusieurs années que j'explique que le mur de fer de Jabotinsky, qui est un petit peu le pilier de la doctrine stratégique d'Israël, c'est le contraire du dôme d'acier. Et moi, j'ai parlé souvent de l'illusion technologique à propos du dôme d'acier, mais à propos de la barrière intelligente, c'est encore plus flagrant parce que finalement, on a cru que cette barrière nous protégeait et on s'est aperçu non seulement qu'elle ne nous protégeait pas, mais en même temps, encore, je dirais, non seulement elle ne nous a pas protégés, mais au contraire, c'est à cause de cette barrière intelligente, entre guillemets, que on s'est un peu endormi et que l'armée n'était pas prête et que même lorsque les Tatzpitaniyot, les fameuses observatrices de Tsahal, ont prévenu à plusieurs reprises de ce qui allait se passer, des exercices qui avaient lieu de l'autre côté de la frontière, eh bien personne ne les a écoutés. Et personnellement, si j'y vois le fait de l'illusion technologique, c'est parce que quelque part, chaque progrès technologique comporte avec lui un changement des comportements humains. Et c'est quelque chose qui n'a rien de nouveau, mais dans le domaine militaire et stratégique, évidemment, ça a des conséquences qui peuvent être très, très fâcheuses, voire désastreuses. Et en l'occurrence, je dirais que la confiance démesurée qu'on a placée dans cette barrière intelligente, eh bien, elle nous a coûté très cher.
je dirais que à la fois l'idée même qu'on puisse se protéger par une barrière ou par un mur est elle-même une illusion, parce qu'on sait dans l'histoire des conflits armés que aucune barrière ne résiste à un ennemi suffisamment déterminé. Et en l'occurrence, l'illusion de la barrière s'est doublée de cette dimension technologique, du fait que Tsahal se croyait supérieur technologiquement au Hamas, ce qui est à la fois vrai et faux, parce que effectivement, d'une part, on a vu que des terroristes finalement armés d'armes assez rudimentaires et chevauchant des scooters ou des motos ont réussi à franchir la barrière avec des bulldozers aussi, qui leur ont permis de la faire tomber. Et bien entendu, c'est qu'un aspect de la situation, parce que on sait bien que derrière le Hamas, il y avait aussi une technologie assez puissante, notamment iranienne, et aussi, selon certaines sources, une aide de la Russie, qui est spécialiste en propagande et qui leur a permis de mener un petit peu le piège le piège du 7 octobre, c'est-à-dire de faire croire à Israël que finalement, un petit peu d'ailleurs comme pendant la guerre de Kippour, faire passer des exercices, des manœuvres, faire passer des préparatifs pour de simples exercices ou de simples manœuvres. Alors justement, ça, c'était un travail j'allais dire, d'intoxication qui a bien fonctionné. Peut-être qu'on peut juste donner un peu les détails de ça, c'est-à-dire que ça a été assez loin, puisque manifestement, on a donné des signes qu'il n'y aurait pas d'attaque, mais qu'on s'entraînait simplement. Ça a été organisé. Cet aveuglement a été bien conçu, on va dire, pour produire ses effets. Oui, l'aveuglement a été bien conçu par le Hamas, effectivement. De ce point de vue-là, je crois que le Hamas a fait preuve d'une intelligence diabolique, avec évidemment en arrière-plan l'Iran et peut-être aussi la Russie. Et d'un autre côté, je dirais que Israël, lui, s'est laissé induire en erreur de manière presque, on aurait presque envie de dire, euh, la victime était certes pas consentante, mais je dirais qu'on a facilité les choses à l'ennemi parce que, pour toutes sortes de raisons, dont on ne peut pas faire le tour en une demi-heure, mais une des raisons, c'est ce sentiment de supériorité qui était déjà présent il y a 50 ans pendant la guerre de Kippour. Une autre raison, c'est cette illusion technologique de croire que finalement des armes intelligentes font mieux le travail que l'intelligence humaine, alors qu'on a vu exactement le contraire. Et moi, il y a une anecdote qui a été publiée récemment dans la presse israélienne. Une jeune officière de Tsahal, une jeune lieutenante, dont on a donné que le prénom Tomer, qui, le 7 octobre, le jour même de l'attaque, a improvisé une salle ce qu'on appelle un cheder milchama, c'est-à-dire une salle d'opération, sur un banc public dans la ville d'Ashkelon. Et avec son simple téléphone portable, elle a réussi, avec un cahier sur lequel elle inscrivait toutes les informations, à orienter les forces de Tsahal qui venaient en renfort. Donc finalement, on voit que toute cette technologie qui a été mise en échec, eh bien, elle a été remplacée au pied levé par des jeunes soldats, des jeunes officiers, et en l'occurrence une officière qui était armée d'un simple crayon à papier et d'un téléphone portable. Donc finalement, la technologie en elle-même ne nous donne pas une vraie supériorité sur l'ennemi. Et nous autres juifs, nous le savons très bien, parce qu'on le dit dans le Tanakh, Kilo Bechail, ce n'est pas l'armée toute seule, c'est l'esprit. Et cet esprit, finalement, c'est lui qui nous a sauvés. Le 7 octobre, on a été surpris, on a été attaqué, on a été pris on a été pris je dirais on a été pris à rebours, Par surprise. on a été surpris, oui, et finalement, on s'est ressaisi grâce à la capacité de résistance et grâce à l'ingéniosité, à toutes les qualités humaines dont ont fait preuve les civils, les soldats, tous ceux qui ont réagi, qui ont su réagir. Et donc finalement, ce que cette réaction a montré, c'est que ce sont bien les qualités humaines qui finalement ont permis ce renversement de situation. Et c'est aucune technologie. Et peut-être pour ajouter un point important à propos de la fameuse barrière intelligente, c'est que je dirais que nous savons bien, à la fois par notre histoire récente, celle du sionisme, et aussi par notre histoire plus ancienne, que les fortifications, les murailles, les barrières en général, non seulement ne suffisent pas à empêcher un ennemi de les franchir, mais je dirais même au-delà de ça, les barrières sont souvent
un signe de faiblesse. Et ça, on le connaît aussi depuis l'époque de la Bible, depuis le fameux épisode des explorateurs, lorsque les explorateurs sont envoyés pour explorer la terre de Canaan, et ils répondent, ils voient des villes fortifiées, ce qui est interprété comme un signe, ou c'est le commentateur qui dit les villes fortifiées sont un signe de faiblesse. Un peuple fort n'a pas besoin de villes fortifiées. Un peuple fort peut laisser ses villes sans fortification. Et vous savez que beaucoup d'habitants, notamment en Judée-Samarie, refusent de laisser de fortifier leur localité, refusent d'être entourés par des barrières, justement parce que la force véritable, c'est celle qui va dissuader l'ennemi de nous attaquer sans avoir besoin d'aucun obstacle. Et de ce point de vue-là, on rejoint la conception qui est celle de Jabotinsky dans le mur de fer, c'est-à-dire un mur psychologique, un mur moral, qui n'est pas un mur matériel, n'est-ce pas? Alors, revenons peut-être sur, je dirais quand même, pour finir avec cette histoire de conceptia, de la composante idéologique finalement, qui autorise cette conceptia. D'où ça vient? Est-ce qu'on peut en trouver des racines historiques, idéologiques? Oui, bien sûr que la conceptia, ça n'est pas seulement une conception matérielle et stratégique et technologique, et qui a évidemment des soubassements idéologiques. À mon sens, je dirais que le plus important, c'est sans doute celui de l'idéologie post-sioniste. C'est-à-dire que finalement, le 7 octobre, on peut l'interpréter comme la dernière épisode d'une parenthèse post-sioniste dans l'histoire d'Israël qui a commencé à peu près à l'époque des accords d'Oslo dans les années 90 et qui est en train de se refermer. Et c'est-à-dire que pendant 3 décennies, on nous a vendu des slogans très simplistes et très réducteurs comme à l'ère des missiles, les territoires n'ont plus d'importance. Ça, c'est une citation qui est attribuée à Shimon Peres. Ou alors, c'est avec ses ennemis qu'il faut faire la paix. Donc, toutes sortes de slogans tout à fait simplistes, presque infantiles d'ailleurs, et qui finalement se sont avérés totalement mensongers, parce que face à un ennemi on peut répondre par un autre slogan, lui aussi très simple, mais qui est pour le coup qui est beaucoup plus vrai, c'est-à-dire que pour faire la paix, il faut être deux. Et ce qu'on a compris finalement au bout de 30 ans de post-sionisme en Israël, c'est que si l'ennemi veut nous exterminer, alors la seule chose qu'on peut faire, c'est se défendre et continuer à se défendre et continuer à se défendre. Et c'est celui qui sera le plus patient qui finira par triompher, n'est-ce pas? Et je dirais que peut-être le cœur de l'éthos post-sioniste, qui est celui des accords d'Oslo et des 3 décennies qui ont suivi, je dirais, c'est cette volonté de tout obtenir tout de suite, n'est-ce pas? Shalom Arshav, la paix maintenant. Aujourd'hui, on a un peu d'ailleurs le même genre de slogan dans la négociation sur le retour des otages, c'est-à-dire vouloir obtenir tout de suite, Kulam neget Kulam, toujours cette espèce de précipitation qui est toujours mauvaise conseillère, surtout face à un ennemi comme le Hamas, comme l'islam en général, qui lui est doté d'une patience sans limite, n'est-ce pas? Et on le voit bien aujourd'hui face au Hamas, face à Sinwar et aux autres dirigeants du Hamas, qui sont tout à fait patients, même lorsqu'ils sont assiégés au fond de leur tunnel, si nous on était à leur place, on aurait déjà capitulé. Et bien eux, ils ne capitulent pas. Peut-être qu'il serait utile que vous nous disiez ce que vous entendez précisément par post-sionisme, Pierre Lurçat. Oui, le post-sionisme, c'est, pour le définir très simplement, c'est tout simplement je dirais l'abandon des valeurs fondatrices de l'État d'Israël. Je dirais toute l'histoire du sionisme s'est construite sur l'idée de l'implantation juive et du travail de la terre, et le fait que les frontières, comme le disait un slogan fameux, passent là où la terre est labourée par une main juive. Et c'est ça qu'on a oublié finalement, notamment avec le retrait du Gush Katif, avec les retraits du Sud-Liban aussi, parce que finalement, je dirais que les 2 ennemis principaux d'Israël aujourd'hui, ceux qui sont à nos frontières, le Hamas à Gaza, le Hezbollah au Sud-Liban, quelque part, c'est nous qui les y avons installés, ou c'est nous qui avons créé le vide dans lequel ils se sont installés. Le vide de Gaza lorsqu'on s'est retiré du Gush Katif, et le vide du Sud-Liban lorsqu'on s'est retiré de la zone tampon qui avait été instaurée pendant la première guerre du Liban. Et ce vide, malheureusement, la nature a horreur du vide, encore plus dans la région où nous vivons. La nature a tellement horreur du vide que chaque fois que nous laissons la place, eh bien, c'est les ennemis qui viennent s'installer à nos frontières. Et ça, je dirais que c'est une des grandes leçons du 7 octobre qui doit être tirée, une des leçons cruciales, c'est que finalement, personne d'autre qu'Israël ne peut
protéger nos frontières. Et c'est une leçon qui remonte aux origines même du sionisme. Je dirais que une des valeurs fondatrices du mouvement sioniste et de l'implantation en Eretz Israël, c'est de penser que la défense du Yishuv, la défense de l'entité politique juive avant même qu'elle ne devienne un État, ne peut être assurée que par une force armée juive. Et finalement, le post-sionisme a remis en cause toutes ces valeurs fondatrices, à la fois celle de l'implantation, celle de la dimension territoriale du sionisme, celle de la dimension armée, et on a reculé sur tous ces fronts. On a pensé qu'on pouvait obtenir la paix en cédant des territoires. On a pensé que des armes intelligentes, finalement, pouvaient remplacer la force armée humaine et la force vive de Tsahal. On a réduit les effectifs de Tsahal de manière dramatique, alors qu'aujourd'hui, on est à court de soldats, on est obligé de mobiliser, on vient de rallonger à nouveau le service militaire obligatoire. On voit bien que les valeurs du sionisme sont toujours d'actualité, et que lorsque nous-mêmes nous renonçons à ces valeurs, eh bien nous nous mettons en danger. C'est peut-être ça, je dirais, le point central aussi de cette fameuse conceptia, c'est de croire que le sionisme n'était plus d'actualité. On était passé à quelque chose d'autre. De croire qu'on pouvait avoir une armée petite et intelligente, comme dit là aussi le slogan simpliste Sava Katan Vechacham, et qu'on pouvait avoir une armée qui se repliait et qui ne défendait plus les frontières, qui n'était plus présente sur les frontières, ou qu'on pouvait réduire l'effectif même de l'armée ou l'effectif des réserves. On a aussi beaucoup sabré dans les effectifs des réserves. Donc, je dirais, toutes ces décisions derrière lesquelles il y a toujours cette même idéologie post-sioniste, eh bien, on s'est aperçu que c'était des décisions désastreuses, et on en a payé le prix le 7 octobre. Vous parlez, enfin si je vous comprends bien ou indirectement, vous accusez un peu la gauche, disons, vous parlez des accords d'Oslo, Shimon Peres, le retrait du Gush Katif. Or, c'est quand même la droite qui est au pouvoir depuis 15 ans, qui n'a rien vu venir non plus. Tout le monde en Israël n'a-t-il pas été pris dans cette conception qui, par définition, aveugle l'ensemble d'une collectivité, à de très rares exceptions peut-être? Oui, alors oui et non. Oui, parce qu'effectivement, la conceptia, c'est un petit peu je dirais, le dénominateur commun à la conceptia en 1973 et en 2023, c'est que effectivement, elle aveugle l'ensemble d'une société. Mais si on affine un tout petit peu l'analyse, et pour répondre à votre question très directement, effectivement, la droite au pouvoir, elle aussi, est tombée dans le panneau. Et notamment sur un point crucial, qui est celui de croire qu'on peut aussi amadouer l'ennemi par des avantages économiques, par des promesses de bienfaits économiques, par de l'argent du Qatar. Donc, de ce point de vue-là, effectivement, Netanyahou est tombé lui aussi dans ce panneau, ce qui est d'autant plus, quelque part, regrettable que le père fondateur de la droite israélienne, Jabotinsky, avait, dans son fameux article Le Mur de Fer, mis en garde contre cette illusion que les Arabes renonceraient à leurs prétentions et à leur hostilité simplement pour des bienfaits économiques. Et Jabotinsky avait des mots très durs pour ceux qui, à l'époque déjà, il y a tout juste 100 ans, il y a un siècle exactement, pensaient que les promesses de bienfaits économiques pourraient régler le conflit israélo-arabe. Mais si on affine un tout petit peu l'analyse, je dirais que malgré tout, même si la conceptia était généralisée avant le 7 octobre, il y avait, d'une part, il y a quand même des différences entre les différents camps idéologiques, parce que le post-sionisme, c'est quand même une idée de gauche, et surtout parce que parmi les nombreuses voix qui ont alerté, il y a quand même eu beaucoup de lanceurs d'alerte, je dirais des centaines ou des milliers peut-être, on n'a pas fait de décompte, mais il y avait quand même beaucoup de voix qui venaient notamment du camp sioniste religieux. Et j'en citerai juste une, parce que elle est au cœur de l'actualité souvent ces dernières semaines. C'est la députée ministre Orit Strouk, qui, elle, avait depuis très longtemps, depuis au moins un an, dit qu'il ne fallait pas laisser le Hamas se renforcer. Et de ce point de vue-là, elle était tout à fait lucide, et aussi très en pointe contre toute politique d'apaisement envers le Hamas. Donc, on ne peut pas rejeter la faute sur le gouvernement actuel. De toute façon, les responsabilités n'ont pas encore été établies. C'est un débat qui viendra après la guerre. Mais il y avait au sein même de la coalition gouvernementale beaucoup de gens qui étaient hostiles à toute politique d'apaisement envers le Hamas, et qui se sont fait entendre sur ce sujet, et dont les voix n'ont pas été entendues. Et d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, les voix du camp sioniste religieux, on pourra peut-être y revenir, sont toujours étouffées, à la fois par les médias qui sont plutôt de gauche, et aussi au sein même de la coalition.
Et c'est pas Alors, un hasard d'ailleurs si le cabinet de guerre n'a exclu d'ailleurs les représentants du camp sioniste religieux. cette conception qui a rendu le monde opaque, Pierre Lurçat, en particulier sur, vous l'expliquez, donc la nature de l'ennemi qui n'est plus visible, donc cette nature, alors que l'idéologie des frères musulmans était parfaitement connue. Il suffisait de lire la charte, notamment des frères musulmans. Cette conception empêche finalement de voir clairement l'extérieur, l'altérité, et en particulier l'ennemi qui porte le nom d'Amalek dans la tradition, cet ennemi radical qui est en quelque sorte gommé par la conception. Oui, alors je dirais que c'est un sujet qui déborde même celui des événements du 7 octobre. C'est que finalement, euh, peut-être, c'est je ne sais pas si on peut rattacher ça au sujet du post-sionisme, parce que c'est peut-être encore plus général, c'est le fait que nous avons toujours cette tentation en nous d'oublier qu'il y a des ennemis qui nous détestent. Et c'est peut-être qu'on a compris le 7 octobre, quelque chose que on avait peut-être du mal à comprendre avant, c'est pourquoi l'injonction répétée et peut-être même de manière presque obsessionnelle, de toujours se souvenir d'Amalek. Ça veut dire quoi se souvenir d'Amalek? Peut-être qu'avant le 7 octobre, on avait fini par croire que Amalek, ou que c'était de l'histoire ancienne, ou qu'on le savait très bien. Pourquoi le répéter tous les jours dans la tfila? Pourquoi revenir sans cesse sur cette injonction, souviens-toi d'Amalek? Eh bien, aujourd'hui, on sait pourquoi. Parce que si nous cédons à cette tentation de l'oubli, ou si nous cédons à cette tentation de croire que finalement nos ennemis ne sont pas si irréductibles que ça et qu'on peut les apaiser ou les amadouer ou trouver des accords avec eux, eh bien, on sera prêt pour une nouvelle surprise, pour un nouveau 7 octobre. C'est-à-dire que finalement, je dirais qu'il y a un lien euh, presque, il y a un lien conceptuel presque consubstantiel entre, d'une part, cette incapacité de décrypter les intentions de l'ennemi, et d'autre part, un autre phénomène qui est aussi très apparent, notamment au sein de l'establishment sécuritaire israélien, c'est la tentation toujours de trouver un ennemi intérieur. Donc de remplacer l'ennemi extérieur par un ennemi intérieur. Et on l'a vu ces derniers jours dans cet incident-là qui date d'avant-hier, où on a vu l'armée israélienne s'entraîner contre un scénario où ce sont des habitants juifs de Judée-Samarie qui enlèvent un Palestinien. Donc, comme si je dirais dans l'univers conceptuel de l'armée israélienne, y compris après le 7 octobre, on prépare des scénarios dans lesquels l'ennemi, ce n'est pas l'ennemi extérieur, ce ne sont pas des Palestiniens, ce n'est pas le Hamas, mais c'est au sein de nous l'adversaire politique qui est érigé en ennemi. Donc on voit bien qu'il y a une confusion intellectuelle qui est, je dirais, qui existe depuis très longtemps d'ailleurs en Israël, peut-être depuis le début de l'histoire d'Israël, c'est-à-dire qu'il y a toujours au sein sur l'échiquier politique israélien, au sein de la société israélienne, il y a toujours certaines personnes, certains courants idéologiques pour qui le combat idéologique, politique contre un ennemi, contre un adversaire érigé en ennemi, prime sur le combat contre l'ennemi extérieur. Et ça, je dirais que ça fait partie aussi de la conception. C'est-à-dire, finalement, on en vient à négliger le Hamas parce qu'on nous dit le plus important, c'est de nous battre contre l'ennemi intérieur. Et je citerai une seule citation, celle de Yair Lapid, qui avait dit à l'époque du Gush Katif, ou peut-être c'était un petit peu après, mais à propos du retrait du Gush Katif, il avait dit le but principal du retrait de Gaza, c'était quoi? C'était de donner une bonne leçon aux habitants juifs, une leçon de modestie. Voilà, pour leur rabaisser leur caquet. C'est-à-dire que pour Yair Lapid, le plus important, le retrait de Gaza, c'était pas pour amener la sécurité ou la paix, c'était simplement pour donner une bonne leçon aux habitants juifs du Gush Katif. Et Alors, aujourd'hui, on voit que la bonne leçon, c'est l'ensemble de la société israélienne qui l'a reçue. C'est notamment d'ailleurs les habitants des kibbutz du Hotef, du pourtour de Gaza, malheureusement. Donc, on voit que, je dirais, cette espèce de perversion intellectuelle qui fait que, au lieu de s'unir contre nos ennemis extérieurs, on va se diviser contre un ennemi intérieur qui en fait n'est pas un ennemi, qui est un simple adversaire idéologique, eh bien on en paye le prix très lourdement. comment dépasser la conception, Pierre Lurçat? Qu'est-ce que vous diriez comme orientation, conseil, piste à suivre? Oui, je n'aurais pas la prétention je pense que ce sujet va nous occuper pendant plusieurs décennies. Hein, de même que depuis 50 ans, on essaye de tirer les leçons de la guerre de Kippour, et malheureusement,
non seulement on n'a pas réussi à les tirer, parce qu'il y a toujours des nouveaux livres qui paraissent sur le sujet, mais et finalement on s'est pris une deuxième surprise encore plus grave. Et alors, comment dépasser la conceptia? Personnellement, il y a une idée qui me semble importante, c'est que finalement, dans le combat existentiel que mène Israël depuis sa création, depuis 48, eh bien, euh, contrairement à ce que certains veulent nous faire croire, certains médias, certains membres de l'establishment sécuritaire, eh bien, je dirais que l'identité juive d'Israël, c'est un élément de notre force. Et ça, je crois que c'est quelque chose, c'est un élément clé sur lequel il faut méditer, qu'il faut prendre en compte. Et c'est quelque chose qui est aujourd'hui, c'est pas, je dirais, c'est pas un présupposé idéologique, c'est un constat que tout le monde a vu pendant ces 3 mois de guerre. Je dirais que une des leçons, et une des leçons qui personnellement me rend très optimiste, en voyant la façon dont Tsahal s'est ressaisi et dont le peuple d'Israël dans son entier a réagi après le 7 octobre, d'une part, c'est que le sionisme est toujours vivant, c'est que la jeune génération est tout à fait prête à se défendre, à se battre pour défendre Israël, y compris en allant jusqu'au sacrifice suprême. Et la troisième nouvelle, c'est le fait que les soldats, les officiers qui sont aujourd'hui à l'intérieur de Gaza envoient toujours le même message à destination du public israélien, de la société israélienne dans son ensemble, c'est nous nous battons en tant que juifs, en tant qu'israéliens, en tant que juifs, nous nous battons au nom du judaïsme, de notre identité juive. Il y en a qui vont jusqu'à dire au nom de la Torah, au nom du Dieu d'Israël. On a même entendu d'ailleurs un ministre qui a dit, qui a cité un verset très explicite de la Bible de manière non tronquée. Vous savez que dans l'histoire du sionisme, très souvent, les versets étaient tronqués pour effacer justement le nom de Dieu. Il y a plein d'exemples. Il y a par exemple le Bilou, Bet Israël Lerhu, Venelcha, un mouvement sioniste qui n'était pas religieux, qui avait tronqué le nom de Dieu dans le verset. Aujourd'hui, le nom de Dieu est prononcé de manière explicite par les soldats, par les officiers qui se battent à Gaza, et on a vu toutes sortes d'images, de célébrations du Shabbat, d'appels de schéma Israël prononcé dans une mosquée, toutes sortes de choses qui ne sont pas simplement je dirais des choses anecdotiques, qui ne sont pas des items pour les médias, qui ont une signification profonde. Cette signification, à mes yeux, c'est que nous avons compris, et notamment ceux qui se battent à Gaza ont compris que l'identité juive, c'était non seulement quelque chose qu'on ne pouvait pas effacer, mais c'était finalement ce qui nous donnait notre force et ce qui aussi allait nous donner la victoire, n'est-ce pas? Et ça, je crois que c'est peut-être la grande nouveauté de cette guerre, finalement, c'est que cette compréhension, de manière tout à fait intuitive et presque, on pourrait dire presque phénoménologique, sur le terrain même, les soldats, les officiers d'Israël de Tsahal ont compris que c'était parce que nous nous battons en tant que juifs que nous étions forts. Et c'est peut-être la meilleure réponse d'ailleurs au Hamas qui nous a attaqués en invoquant le nom d'Al-Aqsa, en invoquant le nom de Jérusalem et du temple à la place duquel ils ont instauré une mosquée. Eh bien, la meilleure réponse à leur donner, c'est nous aussi, et c'est peut-être, si on veut interpréter ces événements d'une manière, en leur donnant une signification religieuse, je dirais que nos ennemis eux-mêmes nous interpellent sur la question de Jérusalem, sur la question du temple, sur la question de notre identité profonde. Et de ce point de vue-là, la réponse d'Israël, cette fois-ci, est très claire, beaucoup plus claire qu'en 73, peut-être même qu'en 67. Israël de 2024, c'est parfaitement, a compris dans son immense majorité, mais surtout la majorité des combattants, que notre combat se fait au nom de nos valeurs éternelles, au nom de notre Torah, au nom de notre terre et au nom de notre Dieu. Oui. Pour les Israéliens, donc vous soutenez, si je vous comprends bien, qu'il ne faut pas avoir peur de revendiquer cette identité, au contraire, et même une vision finalement messianiste de l'histoire telle que la porte le judaïsme. Mais comment est-ce qu'on pourrait définir cette visée pour qu'elle ne soit pas rejetée a priori comme un danger très grave pour la paix, par exemple? Eh bien, un danger pour la paix, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut voir un danger pour la paix quand c'est nous-mêmes qui sommes attaqués, qui nous défendons, mais je dirais que il y a cette espèce d'erreur de perspective auquel il faudrait consacrer toute une émission, essayer de comprendre quel est le ressort psychologique profond de ceux qui, dans l'establishment sécuritaire militaire d'Israël,
un exemple récent auquel je me suis intéressé récemment, c'est celui de Ami Ayalon, qui a été le chef de la marine et le chef du Shin Bet aussi en Israël, donc qui a occupé les plus hautes responsabilités dans l'establishment sécuritaire israélien, et qui finalement nous dit deux choses, à la fois dans un récent article qu'il a publié en France dans Le Monde et aussi dans son livre qu'il a publié il y a quelques années aux États-Unis. D'une part, qu'il en est venu à éprouver de l'empathie pour l'ennemi, et d'autre part que pour lui, le combat fondamental, comme je disais tout à l'heure, ça n'est pas le combat contre l'ennemi extérieur, mais c'est le combat contre l'adversaire idéologique, à savoir la droite religieuse. Est-ce qu'il Donc faut on voit que Est-ce qu'il ne faut pas quand même dire peut-être que cette sortie de la conceptia par l'affirmation de l'identité, c'est aussi une manière de s'ouvrir, une possibilité de s'ouvrir à l'extérieur, de voir les autres, ses ennemis, mais aussi les autres nations, de s'ouvrir positivement à l'universel. C'est un thème développé évidemment par le Rav Kook ou le Rav Ashkenazi. Il semble que les Israéliens aient été un peu hermétiques aussi à cette dimension de leur vocation universelle. Paradoxalement. oui, je sais pas si je suis pas certain que les Israéliens, effectivement, parfois on a tendance à se replier sur nos problèmes existentiels, sur nos problèmes quotidiens, à oublier la vocation universelle d'Israël, effectivement. Mais de ce point de vue-là, je crois qu'il y a une unanimité, et vous avez cité le Rav Kook et le Rav Ashkenazi, mais moi je rajouterais Jabotinsky, lui aussi, qui avait compris que la vocation universelle d'Israël passait par sa dimension particulariste et nationale, et donc qu'il n'y avait aucune contradiction entre le fait de refonder un État pour le peuple juif et le fait d'assumer la vocation d'Israël en tant que lumière des nations. Non seulement il n'y a pas de contradiction, mais en fait les deux sont intimement liés. C'est-à-dire que pendant tous les siècles de l'exil, il y a toute une théologie de l'exil qui a été développée selon laquelle l'exil permettrait à Israël de diffuser les lumières, les étincelles de la Torah, n'est-ce pas, ou de la Kabbalah. Et finalement aujourd'hui, c'est le contraire. C'est en revenant sur notre terre, et y compris, moi j'irais jusqu'à dire, le Rav Kook que vous citiez avait dit que l'État d'Israël, ou le futur État d'Israël, donc ce qui n'a pas vu sa création, était Kissé Malchut Shamaim, était le siège de la royauté divine. Eh bien, moi je dirais la même chose de Tsahal. L'armée d'Israël aussi, quelque part, elle est aussi Kissé Malchut Shamaim, et on le voit bien aujourd'hui tout simplement parce que le combat d'Israël, ce n'est pas que contre le Hamas, ce n'est pas contre Gaza, ce n'est pas contre les Palestiniens, c'est contre Amalek, c'est-à-dire c'est contre le mal avec le visage qu'il revêt à chaque génération. Et je crois que c'est quelque chose que tout le monde a ressenti le 7 octobre. Il y en a peut-être certains qui l'ont oublié depuis déjà, mais le 7 octobre, tout Israël a compris que le combat d'Israël, c'était le combat du bien contre le mal. Et je dirais que même, non seulement Israël l'a compris, mais en dehors d'Israël, beaucoup de gens l'ont compris aussi. Je crois que c'est le thème qu'on avait évoqué dans la dernière rencontre, c'est que finalement, beaucoup de gens ont compris de manière plus ou moins intuitive qu'aujourd'hui, Israël se battait contre le visage du mal absolu, qui est celui du Hamas, et que ce combat, il le faisait non pas seulement pour défendre ses propres frontières et ses habitants, mais qu'il le faisait pour défendre le bien commun de l'humanité tout entière. Et c'est pour ça que on voit par exemple 62% des Français qui soutiennent le combat d'Israël. On voit que beaucoup de gens en dehors d'Israël comprennent que ce combat les concerne tous. Justement, vous parlez, Pierre Lurçat, de l'Occident, de la France et de l'Occident en général. Parlons-en un petit peu pour terminer, si vous voulez bien, cet entretien. Et le chapitre 10 de votre livre s'intitule Athènes sans Jérusalem, le rejet des racines hébraïques de l'Europe est au cœur du suicide de l'Occident. C'est un thème sur lequel votre père, François Lurçat, qui est un philosophe des sciences et aussi un grand scientifique lui-même, avait beaucoup écrit. Où en est-on aujourd'hui de ce qu'il appelait donc le suicide de l'Occident, qu'il avait diagnostiqué il y a près de 30 ans maintenant? Oui, alors dans le livre de mon père que j'analyse dans mon propre livre, puisque ce livre est un recueil dans chaque chapitre analyse l'œuvre d'un penseur, eh bien, il s'agissait de la crise de la science comme un révélateur de la crise de l'Occident en général, crise politique, crise morale surtout. Et pour faire le lien avec ce que nous vivons aujourd'hui, je dirais que effectivement, la guerre actuelle entre Israël et le Hamas, ou entre Israël et l'islam radical, entre Israël et l'Iran, eh bien, c'est un élément aussi
d'un conflit plus vaste, et même si elle ne prend pas, et si elle n'a pas pris encore les dimensions d'une guerre, elle est restée une guerre régionale, du point de vue, en tout cas géographique, géopolitique, mais du point de vue moral et spirituel, il y a quand même un conflit de civilisation, tout simplement, même si le mot a été contesté ou on a nié sa validité, on voit bien aujourd'hui qu'on est dans un conflit de civilisation et que Israël incarne à la fois ses propres valeurs, celles qu'il a données à l'humanité, et aussi, quelque part, je dirais, Israël reste, comme l'avaient théorisé les pères fondateurs du sionisme, le bastion avancé de l'Occident et d'une certaine forme de civilisation humaine dans la région. Phrase qui aujourd'hui peut paraître très, qui est, je dirais, contraire à toute l'idéologie dominante, n'est-ce pas? Mais on voit bien aujourd'hui que Israël face au Hamas, c'est la civilisation hébraïque, la civilisation occidentale, face à une culture tout à fait mortifère, tout à fait rétrograde, qui n'attribue aucune valeur à la vie. Et donc de ce point de vue-là, effectivement, je dirais que cette guerre, c'est aussi une guerre pour défendre les valeurs de la civilisation humaine, les valeurs du Tselem, de l'homme créé à l'image de Dieu, et les valeurs plus généralement de la civilisation hébraïque, qui sont les valeurs que Israël a léguées à l'humanité tout entière. Merci beaucoup Pierre Lurçat de nous avoir accordé cette second entretien. Je rappelle le titre de votre livre Face à l'opacité du monde. On voit aussi à votre précédente interview. Merci à tous pour votre attention. À bientôt sur Mosaïque. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo et pour suivre nos prochaines interviews, eh bien, vous pouvez vous abonner à Mosaïque. C'est très simple, il suffit de cliquer sur le bouton ci-dessous.